Audio numéro 33, première partie. Gloire à Allah le miséricordieux, le très miséricordieux qui a dit dans le Saint-Coran: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer du Jahannam pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Que la prière et le salut d'Allah soient sur Mohammed, le sceau des prophètes, qui a dit dans son sermon d'adieu: ô peuple, considérez la vie de chaque musulman comme sacrée. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Vous n'infligerez et vous n'endurerez aucune injustice. Ô peuple, toute l'humanité descend d'Adam et de Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs et les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété ou en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Ô peuple, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous qu'un jour, vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes.
Mes chers compatriotes, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu en ce 3e jour du mois de décembre pour poursuivre et clore la lecture du livre témoignage de notre compatriote Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 179, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bosseya, Si Mohamedou témoigne. Nene, holto baban woni? Maman, où est mon papa? La vie des veuves au cours de cette épreuve relève d'un véritable parcours du combattant. Les instants les plus angoissants sont ceux où il faut répondre à cette question. Maman, où est mon papa? Madame Djariatou Toumbo, dont le mari, le lieutenant Sal Oumar, est décédé dans la nuit du 28 au 29 novembre 90, raconte. À la douleur endurée suite à l'arrestation de mon mari s'ajoute le désarroi des enfants et leur revendication légitime de savoir quand reviendra leur papa. Même les plus jeunes trouvent cette mission entre guillemets, anormal. Il arrive pourtant très fréquemment que les marins effectuent des déplacements en mer, mais cette fois, ils ne pressentaient rien de bon dans cette absence. Très souvent, l'un des enfants sort en courant de la maison pour, soi-disant, aller chercher son père. Il faut constamment leur courir après et les surveiller. Aussi, 3 à 4 fois par semaine, le plus souvent accompagné de Madame Tambadou, je me rends à la base marine pour prendre des nouvelles. Pendant ces déplacements, nous sommes obligés d'enfermer les enfants à clé, de peur qu'ils ne s'en aillent.
Dès qu'ils entendent un bruit de voiture, ils se ruent vers la porte appelant leur père et reviennent en pleurant, voyant qu'il ne s'agissait que de passants. Quatre mois avant son arrestation, mon époux est suspendu de ses fonctions sans explication. À cet effet, les enfants avaient l'habitude de le voir tout le temps et un an auparavant, le logement administratif que la famille occupait lui a été retiré au profit d'un officier mort du nom de Mohamed Cheikhna, et cela sans explication là aussi. Quelques rares fois seulement, nous réussissons à entrer dans la base. En général, nous restons des heures sous le soleil brûlant devant l'entrée, mais plus personne ne semble nous reconnaître. Bien que certains des responsables soient souvent venus à nos domiciles avant cette histoire et qu'à l'époque, ils se considéraient comme des amis de la famille. Fin de la première partie de l'audio numéro 33. La suite pour le prochain. Audio numéro 33, deuxième partie. L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps, par Si Mohamedou. À la page 180, le rescapé de l'enfer d'Inal, l'ex-officier témoigne. C'est toujours Madame Djariatou Toumbo, dont le mari, le lieutenant Sal Omar, est décédé dans la nuit du 28 au 29 novembre 90 qui raconte. Une fois, nous sommes reçus par le lieutenant Chorfa, qui est adjoint au commandant de la base dans son bureau. Que voulez-vous, madame? Nous venons aux nouvelles. Cela fait plus de 2 semaines que nos maris sont partis. Nous n'avons aucune nouvelle de leur part. Les enfants ne dorment plus.
Ils n'arrêtent pas de réclamer leur père et nous sommes très inquiets. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils sont partis tout simplement en mission. Cela fait pas mal d'années que nous sommes mariés avec ces hommes. Ils ne sont jamais partis en mission de cette façon. Sans même emporter un nécessaire de toilette, ni nous dire au revoir à nous comme aux enfants. Il y a des choses anormales. Je vous assure que tout est normal. Le départ précipité est en rapport avec l'urgence de la mission. C'est tout. Nous ne croyons pas à votre mission. Tous les négro-mauritaniens de la marine sont absents de leur foyer. Ils ne peuvent pas être les seuls à partir en mission. Que signifie cette mission dont pas un seul mort ne fait partie? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en mission et rien de plus. D'autre part, n'écoutez pas les ragots que l'on pourrait vous raconter. Quel genre de ragots peut-on nous raconter en dehors de ce que vous nous dites actuellement? Des personnes pourraient vous dire qu'ils ont été arrêtés pour être tués ou qu'ils sont déjà morts ou n'importe quoi d'autre. Ce ne sont que des menteurs qui cherchent à vous faire du tort. Si jamais vous avez affaire à ce genre d'individus, faites-le nous savoir. En plus de notre souffrance, il nous demande d'être des indicts pour lui. Toujours, c'est Madame Jariatou Toumbo, dont le mari, le lieutenant Sal Omar, est décédé dans la nuit du 28 au 29 novembre 90 qui raconte. Une seconde fois, après avoir attendu de 8h à 12h30, le lieutenant Won de la marine passe. Il demande au chef de poste de me laisser voir le commandant de base. Je suis reçu par le lieutenant Mohamed Cheikhna, à cause de qui nous avions été délogés 1 an plus tôt. Dès qu'il me voit, les traits de son visage se crispent. Il ne me demande même pas de m'asseoir. Voyant qu'il ne voulait même pas parler, faisant semblant de chercher un dossier ou un papier qu'il ne trouvait pas, je lui dis: je veux savoir où est mon mari.
Il y a quelque chose qui ne colle plus. On m'interdit l'entrée de la caserne et personne ne veut me recevoir ou me dire quoi que ce soit. Je ne sais pas où se trouve ton mari, mais il paraît qu'ils ont voulu faire un coup d'État. Notre entrevue tourne court. Il m'insulte pour clore l'entretien. Moi aussi, je l'abreuve d'injures avant de claquer la porte. Toutes nos tentatives de rencontrer ultérieurement un responsable de la base se sont soldées par un échec. Nous nous y rendions inlassablement, Madame Tambadou et moi. Et en fin février, il y a une première vague d'officiers libérés. J'ai été rendre visite au capitaine médecin Khan. Je n'ai pas osé lui demander des nouvelles, voyant qu'il ne désirait pas en parler et étant convaincu qu'il ne m'en dirait rien. Il avait l'air vraiment embarrassé et triste. C'est par une autre personne qu'il me fera parvenir la nouvelle le lendemain. Je continuais quand même mes allers et retours entre la base marine et chez moi pour avoir quelque chose d'officiel. Faute de moyens de transport, je me suis installé chez des amis dans le camp des mariés, près de la base. Personne ne voulait nous recevoir. Comme nous nous retrouvions tous les jours, les épouses des marins arrêtés et moi, le directeur de la marine nous envoie des gendarmes pour nous chasser des logements administratifs. Des fois, nous sommes maintenus en état de siège dans la maison par les marins en armes. Je suis reparti avec mes enfants dans notre maison où se tiennent désormais toutes nos réunions. Les voisins étaient transformés en agents de renseignement dès que deux veuves ou épouses de disparus entre guillemets, se présentaient chez moi. La police se mettait à quadriller le quartier et c'était souvent l'état de siège par des soldats toujours en armes. Aucune sortie n'est autorisée durant toute la journée. Plusieurs fois, des veuves se sont retrouvées dans l'obligation de dormir à la maison parce que les soldats les empêchaient de sortir jusqu'à la nuit.
Fin de la deuxième partie de l'audio numéro 33. La troisième partie pour le prochain. Audio numéro 33, troisième et dernière partie. L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps, par Si Mohamed. À la page 183, le rescapé de l'enfer d'Inal, l'ex-officier témoigne. Toujours c'est Madame Jariatou Toumbo, dont le mari, le lieutenant Sal Omar, est décédé dans la nuit du 28 au 29 novembre 90 qui raconte. Après la sortie des rescapés, tous les 2 mois, je me rendais à Nouakchott dans le cadre d'une réunion avec le comité des veuves. Nous nous sommes rendus une fois chez Abdrahman Oulekwar. La sentinelle nous dit qu'il n'est pas à la maison. Nous nous assîmes devant pour l'attendre. Vers le milieu de l'après-midi, je le vois sortir à toute vitesse de la maison en voiture. Je dis aux autres que celui que nous attendions venait de partir et que vraisemblablement il ne reviendrait pas de sitôt. Après quelques hésitations, nous nous sommes dispersés. À peine notre groupe a-t-il fait quelques mètres que nous tombons sur Abdrahman. Je me suis mise en travers du chemin avec mes amis pour lui barrer le passage. Il s'arrête et nous nous présentons. Il nous salue brièvement. Je lui dis que nous désirions le voir. Il nous fait monter en voiture et nous ramène chez lui. Mais à peine arrivé, il nous abandonne avec son épouse pour s'enfermer dans sa chambre. Alors nous avons fini par dire à son épouse que l'objet de notre visite est de nous entretenir avec son mari, que nous n'étions pas ici pour boire du thé. Elle va le chercher et quand il se présente devant nous, Abdrahman ne nous regarde pas et il est très mal à l'aise dans son fauteuil.
Il croise et décroise incessamment les jambes, puis finit par nous demander l'objet de notre visite. Nous voulons savoir où sont nos époux. C'est vous qui avez ordonné leur arrestation suite à une convocation. Donc c'est à vous de nous donner des explications. Sur vos ordres également, nous avons été chassés de nos foyers. Il nous répond par l'hypocrisie qui caractérise sa personne. La perte n'est pas seulement la vôtre. Chacune de vous a perdu un mari ou un fils, alors que moi, c'est tous mes cadres que j'ai perdus, tous mes techniciens. La marine aujourd'hui est paralysée. Aucun bateau ne bouge. Tous les ateliers sont fermés. Je suis complètement perdu et puisque vous ne pouvez l'imaginer, cette perte est aussi la mienne. Mais on ne peut pas changer le cours du destin. Je vous promets que je m'occuperai de vous et de vos enfants. Je vous donnerai des maisons et vous assisterai. Si vous étiez sincère, vous auriez agi autrement, lui dis-je. N'est-ce pas vous qui avez ordonné qu'on nous jette dehors? Et parmi les marins morts, certains étaient entrés dans la marine le même jour que vous. C'étaient vos promotionnaires. À ce titre, je crois que vous auriez dû présenter vos condoléances à leur famille. Notre entretien s'est arrêté là. Il n'a plus prononcé un seul mot. Beaucoup plus tard, nous avons reçu une pension pour nos maris, mais jamais la marine n'a reconnu officiellement la mort de nos époux, pas plus que l'état-major national d'ailleurs. Et même pour la remise des carnets de pension, nous avons été envoyés à l'état-major de la gendarmerie qui n'avait rien à voir avec nous. Je reçois une pension $80 000 ouguiyas, unité monétaire du pays, soit l'équivalent de 200 francs, 200 euros par mois, et Madame Tambadou aussi. L'épouse de Antahirou et la mère de Sal Abdoulaye Moussa reçoivent chacune 60 000 ouguiyas, soit 120 francs français par mois. Madame Lom Abdoulaye, 100 000 ouguiyas, soit 250 francs français par mois.
les épouses des sous-officiers 30 000 ouguiyas, soit 70 francs français par mois. Les épouses des soldats 20 000 ouguiyas, soit 50 francs français par mois. Nous avions projeté de nous rendre à Inal, mais on nous en a dissuadé, soit disant que nous n'avions aucune chance de voir où sont enterrés nos époux et qu'on ne nous laisserait même pas nous approcher de la base. Nous avons dû alors y renoncer. Toutes nos démarches pour obtenir la lumière sur ces événements n'ont pas abouti et nos manifestations ou sittings ont toujours été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Pour plusieurs d'entre nous, il se termine au commissariat de police ou à l'hôpital. Il nous est arrivé d'être retenus toute une journée à la base marine de Nouakchott suite à une manifestation. Nous n'avons ce jour-là été relâchés que très tard dans la nuit. Madame Sall vit aujourd'hui en France où elle a sollicité et obtenu un asile politique. Je ne terminerai pas ce livre, c'est Si Mohamedou, l'auteur de l'enfer d'Inal, sans saluer le courage de ces veuves et mères qui ont lutté et continuent de lutter pour que triomphe la justice en Mauritanie. Elles ont tenu là où beaucoup auraient baissé les bras. Les obstacles n'ont pas manqué. Intimidation, répression et tentative de corruption. Le pouvoir aura fait flèche de tout bois. J'espère apporter une modeste contribution dans ce combat contre l'injustice érigée en système. Mon souhait est de voir une Mauritanie unie dans la confiance, où le mort est libre de rester mort, le Haratin libre de rester Haratin, le Peul libre de rester Peul, le Soninké libre de rester Soninké, le Wolof libre de rester Wolof et le Bambara libre de rester Bambara, mais tous des Mauritaniens.
Pour régler ce lourd passif, il n'y a qu'une issue possible. Elle passe par la traduction en justice des responsables. C'est pourquoi il me semble absolument nécessaire qu'une commission indépendante d'enquête soit créée pour faire la lumière sur ces événements qui ternissent le pays, compromettent la cohésion nationale et hypothèquent son avenir. Cette commission pourrait comporter quelques victimes, en effet, qui pourraient mieux qu'elles retracer l'histoire qu'elles ont vécue dans leur chair. Ensuite, que soit organisé le retour des milliers de Mauritaniens déportés au Sénégal et au Mali et abolir de façon effective l'esclavage afin que plus jamais la dignité humaine ne soit bafouée. Alors, la Mauritanie, forte de ses énergies conjuguées, pourrait s'envoler vers un futur meilleur. Mohamedou Sy, l'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. Remerciements. C'est toujours Mohamedou Sy, l'auteur de l'enfer d'Inal. J'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce travail, notamment mon frère Abou et son épouse Marie-Françoise, surtout pour leur patience à propos de mes coups de fil très tardifs à chaque fois que j'ai rencontré un problème informatique. Mes remerciements également à M. Marc Séné pour son indéfectible soutien. Et enfin à toute ma famille, surtout à ma petite Aïssata, dont la présence quasi constante m'a été d'un grand réconfort. Sa naissance juste après les événements m'a beaucoup aidé à en surmonter les circonstances. Photo de couverture du livre L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. En haut de gauche à droite, le sergent Gaïdahirou, arrêté le 27 9e mois 90, torturé à Azalat et achevé à Alleg le 10 octobre 1990. Le soldat de première classe Li Mamadou Ousmane, tué la nuit du 27 au 28 novembre 90 après les pendaisons. Le sergent Sada, pendu la nuit du 28 novembre 90. Le sergent Diallo Demba Baba, pendu la nuit du 27 au 28 novembre 90 à Inal. Le soldat de première classe Ndiaye Samba Omar, le chauffeur à qui j'avais remis ma paye le jour de mon arrestation, pendu la nuit du 27 au 28 novembre 90 à Inal.
En bas de gauche à droite, le second maître Ndongo de la marine, pendu la nuit du 27 au 28 novembre 90 à Inal. L'adjudant Diop Bokar Bayal, responsable du fourrier régional, tué juste après les pendaisons du 28 novembre 90 à Inal. Le soldat de première classe Hamé Ndiaye, mort asphyxié sous le poids de ses compagnons, arrivé à Inal le 24 novembre 90. L'adjudant-chef Bass Amadou, exécuté le 24 ou le 25 par le soldat Suleiman Oul Eleyat à Inal. Et enfin le soldat Diallo Ibrahima Demba, l'un des frères qu'il avait fallu départager au tirage au sort la nuit du 27 au 28 novembre 90 à Inal. Salli ala Muhammad.